Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes lectures du mois de juillet. Alors, j'ai encore une fois du retard. Malheureusement, je crois que j'ai 5 jours de retard. Voilà, effectivement, normalement, je suis censé le faire au début du mois, mais comme le mois dernier, j'ai encore du retard. Alors, avant ça même, j'ai des choses à vous dire et cette fois, je les ai notées pour ne rien oublier. Première chose, j'ai toujours le répertoire de dossiers. Le répertoire de dossiers pour les élèves de terminale qui ont été acceptés sur Parcoursup dans des formations et tout, qui peuvent envoyer leur dossier. Donc en particulier, si vous avez fini la procédure, vous pouvez me l'envoyer par mail. J'ai mis le lien dans la description, donc vous pouvez aller voir ça. Et puis le lien du répertoire va être dans toutes les vidéos dans la description. Donc ce sera simple, voilà. En fait, je fais cette annonce dans une vidéo sur les lectures parce que j'ai reçu énormément de dossiers de scientifiques et j'ai assez peu de dossiers littéraires. J'ai lu 9 livres ce mois-ci et j'ai lu, alors comme souvent, j'ai fait des lectures un petit peu suivies sur des thèmes. Le premier thème que j'ai voulu aborder, alors déjà j'ai rendu quelques livres en bibliothèque, mais je vais vous les montrer quand même. Alors, le premier livre que je vais vous montrer, c'est Pierre Manant, une histoire intellectuelle du libéralisme. Hop, voilà, je le présente comme ça. Hop, voilà. Histoire intellectuelle du libéralisme. Alors, c'est assez intéressant, c'est même très intéressant. Pierre Manant, c'est un historien, c'est un philosophe, et dans une histoire intellectuelle du libéralisme, il retrace l'origine de la pensée libérale depuis ses premiers penseurs. Donc, il nous parle de Hobbes, il nous parle de Machiavel, il nous parle de Rousseau, de Locke, et il parle de Tocqueville aussi, enfin voilà, de Benjamin Constant. Enfin, donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce livre, je pense qu'il est vraiment essentiel pour les prépas économiques parce que on parle souvent du libéralisme, mais d'un point de vue économique qui est plus un libéralisme d'opinion presque, du style libéralisme opposé à keynésianisme. Mais là, c'est l'origine politique et intellectuelle du libéralisme, donc c'est très très intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui est bien approfondi par Pierre Manant et qui est nécessaire, je pense, pour comprendre nos sociétés qui vivent, comme l'expliquait Marcel Gauchet, dont je vous ai parlé, avec un fait libéral, c'est-à-dire que on est dans une société qui a déjà accepté le libéralisme pour principe, le libéralisme en tant que doctrine qui fait primer les droits de l'individu, c'est-à-dire que l'individu a ses droits en tant que tel. Enfin, voilà. Si vous voulez approfondir le sujet, lisez Pierre Manant. Par contre, la lecture est un petit peu difficile parce que il y a du bon vocabulaire, il y a des bonnes tournures de phrases, il y a de la bonne grammaire, donc voilà, c'est vraiment pas évident. C'est de la philo politique en fait, hein, voilà. Mais ça se lit, voilà, ça se lit, il faut s'accrocher un peu. Autre livre que j'ai lu. Alors déjà, je vais vous présenter Keynes. Je vais vous présenter Keynes parce que j'ai lu un petit ouvrage de Keynes, The End of Laissez-faire, suivi de Suis-je un libéral? Alors, j'ai choisi ce livre parce que vous allez peut-être le découvrir, parce que Keynes est un libéral. Voilà, Keynes était effectivement libéral. Tout le monde ne le sait pas. Voilà, vraiment, j'ai écouté un podcast, même sur France Culture, un podcast sur le libéralisme et les intervenants qui étaient des professeurs en faculté n'étaient pas au courant que Keynes était libéral. Donc effectivement, c'est pas grave si vous ne le savez pas. Donc Keynes était effectivement libéral. Pourquoi? Keynes était en fait du côté du parti libéral au Royaume-Uni. Vous savez qu'à l'époque, il y avait le Labour, les Whigs, donc les libéraux, et les Tories, les conservateurs. Et Keynes était franchement opposé aux socialistes, aux marxistes, et il était aussi opposé aux libéraux, pure souche, parce que Keynes a une filiation libérale, il a suivi les enseignements de Marshall à Cambridge, mais bien qu'il y a eu cette pensée keynésienne, etc., Keynes a une véritable filiation libérale, et Keynes, c'est un personnage complexe, hein, si vous voulez. Keynes, il représente pas forcément le keynésianisme tel qu'il a évolué avec les penseurs contemporains qui sont plus à gauche. En fait, Keynes, c'est véritablement un social-libéral, c'est-à-dire un libéral qui se prononce en faveur de la justice sociale. Donc voilà, c'est une question intéressante. Et Keynes, c'est vraiment un personnage qui a quand même une idéologie assez particulière qui est très intéressante à découvrir. Et c'est ce que je voulais faire en lisant cet ouvrage. Ensuite, on va continuer avec un dernier livre sur le libéralisme. J'ai fait la trilogie. Trilogie avec Paul Krugman, The Conscience of a Liberal. Alors, un petit peu d'étymologie d'abord. En fait, liberal aux États-Unis,
c'est un mot qui n'est pas à confondre avec le liberal des Anglais ni le libéral des Français, parce que liberal, vous savez peut-être, euh, ça veut dire homme de gauche. Enfin, en fait, la traduction, c'est un peu difficile, mais liberal, c'est les gens de gauche aux États-Unis. Donc, Paul Krugman, je vais le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand économiste qui a remporté le prix Nobel 2008 en économie pour ses travaux sur le commerce international. Et c'est un rédacteur enfin, un columniste, il y a toutes les langues qui se mélangent dans ma tête, c'est horrible, qui écrit au New York Times depuis les années 2000, qui est très célèbre pour ses tribunes. Et Paul Krugman, c'est un fervent démocrate, voilà, un fervent liberal, un fervent démocrate. Et donc, c'est un contresens de traduire donc liberal américain par libéral français parce que ça n'a pas la même signification. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, euh, c'est- j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, avant d'aller sur le fond, j'ai parlé de la forme. Je l'ai lu en anglais. C'est de l'anglais facile à lire. Voilà, vraiment, c'est un anglais facile, c'est un anglais pas dur. Si vous voulez, c'est du niveau journalistique, c'est du langage journalistique, mais d'assez bon niveau, mais qui est pas non plus littéraire. Enfin voilà, c'est assez. Si vous lisez la presse à l'occasion, vous aurez pas trop de difficulté à le comprendre. Bah bon, c'est agréable à lire. Voilà, si vous voulez. C'est pas trop difficile. Donc vous pouvez le lire en anglais, si vous voulez. Alors, dans cet ouvrage, replace la montée du, du movement conservatism. Alors, c'est quoi le movement conservatism? C'est la montée des pensées d'extrême droite aux États-Unis. Donc la question qui est posée par Krugman dans l'ouvrage, c'est comment on fait les républicains pour gagner des élections avec un agenda antipopuliste. Pourquoi antipopuliste? Parce que en gros, les politiques des Républicains, en tout cas en croire Krugman, hein, je fais que paraphraser, c'est que ils veulent baisser les taxes sur les plus riches, hein, ils veulent détruire les institutions du New Deal. Donc a priori, c'est pas un programme pour lequel les gens vont voter, les gens qui réclament justement plus d'aide quand ils sont au chômage, enfin bon, ce genre de choses. Mais comment ils ont fait alors? En fait, Krugman explique ça par déjà le financement du Parti républicain par les plus riches, le travail d'influence d'idées qui est fait notamment par comment on appelle ça, des think tanks de droite qui sont très puissants aux États-Unis, et aussi pour une bonne part, par l'utilisation de la question raciale, notamment afin de gagner les États du Sud qui sont assez conservateurs au niveau racial. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des questions que je pense que vous connaissez un petit peu. Donc, la question raciale, voilà, qui est un serpent de mer aux États-Unis. Et en fait, ce que montre Krugman, c'est que les États du Sud sont finalement pas si conservateurs que ça d'un point de vue économique. C'est-à-dire que dès que les républicains ont essayé de, de démanteler des institutions du New Deal, enfin des acquis sociaux, ils se sont heurtés à une féroce opposition des États du Sud qui sont pourtant largement républicains. Et ce, parce que, à un niveau historique, les États du Sud ont largement bénéficié des politiques du New Deal lorsqu'elle a été mise en place, parce que c'était les États les plus pauvres à l'époque et ils sont encore assez pauvres aujourd'hui. Donc, il y a une question raciale qui est au centre et qui influence largement la politique américaine. En fait, c'est même pas un ouvrage vraiment économique, mais c'est vraiment un ouvrage qui a énormément de contenu civilisationnel et politique sur les États-Unis. Donc vraiment, on apprend beaucoup de choses. Il argumente sur la question du partisanisme politique. Et en fait, l'idée, c'est que s'il y a de plus en plus de partisanship aux États-Unis, c'est parce que le Parti républicain est parti très à droite. Voilà. Donc ça, c'est la thèse de Krugman. Elle peut être discutable, elle peut être défendable. Elle est intéressante en tout cas à connaître. Alors on va continuer. On va continuer. Alors par contre, on continue parce que là on pourrait faire vraiment ça, dans quel ordre? Je ne sais pas. Voilà, je vais vous parler de cet ouvrage rapidement. Dostoïevski. J'adore Dostoïevski, vous le savez, je crois que vous en avez déjà parlé. En fait, j'adore la littérature russe en général, vraiment, j'aime trop ça. Là, j'étais un peu déçu. Les Carnets du sous-sol, c'est un ouvrage assez décousu. En gros, c'est quelqu'un qui est isolé dans sa cave et qui écrit des choses sur la vie, mais il est à moitié fou, en gros, si vous voulez. C'est assez perturbant.
C'est un personnage en fait qu'on qualifie de névrosé et c'est très très perturbant, c'est compliqué, c'est un style vraiment décousu et ça peut être intéressant à lire, mais c'est pas évident. Donc bon, moi j'ai pas particulièrement apprécié. On va continuer. Alors sur quoi on va continuer? Oh là là, j'ai vraiment beaucoup d'autres livres à vous présenter. Est-ce que je vous ai parlé de ça? C'est quoi ça? Ah oui, Marc Bloch. Alors, très intéressant, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. C'est un livre très court, vraiment 100 pages, je crois. Un livre qui parle des fausses nouvelles, des fake news, mais en 1920. En fait, après la Première Guerre mondiale, parce que il y avait eu déjà beaucoup de fausses nouvelles durant la Première Guerre mondiale, et en fait, Marc Bloch développe sur les fausses nouvelles de la guerre. Et c'est super intéressant. C'est vraiment un point de vue, une analyse des fausses nouvelles des années de la Première Guerre mondiale et qui met en perspective, si vous voulez, ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on est un peu enfermé dans notre actualité, que les fausses nouvelles, c'est que sur les réseaux sociaux, que c'est juste des gens qui font pas très attention, qui sont peut-être un peu stupides ou quoi. Enfin, je prends des points de vue que j'ai entendus, hein. Qui diffusent des fausses nouvelles. Et en fait, en lisant Marc Bloch, on découvre que des fausses nouvelles, bah, il y en a eu tout le temps, durant l'histoire de l'humanité, en particulier durant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est intéressant. Une chose que Marc Bloch explique de manière intéressante, enfin, bon, bref, qu'il explique, c'est que les fausses nouvelles naissent toujours de représentations qui préexistent à l'existence des fausses nouvelles. Donc en fait, on croit ce qu'on a envie de croire. Et ça, c'est assez extraordinaire. Par exemple, dans la Première Guerre mondiale, on avait envie de croire que les Russes allaient nous aider à vaincre les pays ennemis. Du coup, il y a plein de gens qui, sans aucun lien entre eux, se sont mis à croire ça, alors qu'il n'y avait pas de raison particulière, alors qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux pour diffuser une fausse nouvelle. Ils se sont quand même mis à croire que les Russes avaient débarqué pour nous aider, machin. Et ça, c'est assez extraordinaire. Enfin, donc voilà, on apprend beaucoup sur les fausses nouvelles. Bon. Et puis, au niveau de la culture aussi, ça fait toujours un petit peu mieux de citer Marc Bloch que Mark Zuckerberg en call et tout. Ça montre que on n'est pas esclave de l'actualité. Voilà, ça c'est intéressant parce que moi j'aime bien mettre en perspective un peu historique, c'est toujours très très enrichissant. Bon, on va continuer. Alors, j'ai lu Freud. J'ai lu Freud, je vous l'ai dit le mois dernier que j'avais envie de lire Freud. Bah, j'ai lu Freud, Le malaise dans la culture. Évidemment, en bon prépa éco, j'ai lu le seul ouvrage de Freud qui ne parle pas, qui n'est pas un concentré de psychologie, parce que, en fait, dans cet ouvrage, Freud expose sa conception de l'ordre social et de la civilisation, de la culture. De la culture. Alors, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu complexe en fait, comme le dit l'introduction du livre. C'est un ouvrage faussement facile, voilà, c'est-à-dire qu'on peut lire à plusieurs niveaux si on connaît bien Freud. On peut lire de manière approfondie si on le connaît pas très bien. On peut le découvrir. Donc c'est pas un ouvrage trop dur, mais il faut quand même un petit peu s'accrocher parce que c'est quand même de la psychologie et c'est très intéressant. L'idée principale, c'est que la civilisation est née de la conscience de culpabilité. C'est-à-dire on a une conscience des interdits, on refoule certaines choses, et c'est ça qui mène à ce que s'élève la culture. La culture qui permet de refouler toutes ces pulsions qui autrement nuiraient à la vie en collectivité, en société. Donc ça, enfin, je l'ai résumé vraiment très simplement. Mais il y a beaucoup d'idées de psychologie là-dedans, et puis surtout, si vous avez jamais entendu parler de la théorie des pulsions de Freud et tout, il faut se renseigner, je pense, un petit peu avant de lire cet ouvrage, parce que c'est pas évident de découvrir Freud juste avec ce livre. Moi, c'est la première fois que je lis Freud. J'ai beaucoup aimé, ça allait, mais je connaissais déjà un petit peu ces théories, donc c'était un peu plus facile, mais vraiment très très intéressant, voilà. Bilan des courses. Je deviens de plus en plus intéressé par la psychologie et par la biologie. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Mais vraiment, c'est drôle parce que vraiment, je découvre qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie. Et c'est très intéressant. Et en fait, je découvre, si vous voulez, que au fondement de l'économie, il y a vraiment la psychologie.
Et ça, c'est ce qui fait que la psychologie m'intéresse de plus en plus en tant que domaine d'étude. Donc je sais pas ce que je vais faire, mais je vais me renseigner là-dessus. Euh, c'est intéressant d'élargir un peu ses horizons en tout cas. On va continuer, il me reste deux ouvrages. Alors déjà un ouvrage que j'ai adoré, qui est génial, que j'ai lu en anglais, Ernest Hemingway, A Movable Feast, traduit par Paris est en fête. Paris est en fête. En fait, Hemingway raconte dans cet ouvrage sa vie à Paris au début des années 20 en tant qu'écrivain pauvre et inconnu. Il vit à Paris et c'est absolument génial. C'est absolument génial pour plusieurs raisons. En fait, ce livre contient principalement deux choses. Première chose, c'est la vie d'Hemingway à Paris. Ça, c'est génial, c'est un truc de fou. Il habitait, alors ça, c'est absolument extraordinaire. Il habitait à côté du lycée Henri IV. Et en fait, il y a dans la rue, c'est quelle rue? Je crois que c'est la rue Mouffetard, qui est vraiment à côté du lycée. Il y a une petite maison avec une plaque. Et sur cette plaque, il y a marqué ici vécurent Verlaine, Paul Verlaine, le poète, et Ernest Hemingway. Effectivement, ils ont vécu dans le même bâtiment et c'est juste à côté du lycée, je trouve ça dingue. Et même, il raconte un petit peu comment, quand il passait devant le lycée, Henri IV, quand il passait devant le Panthéon, quand il allait à des cafés écrire, quand il voyait les chèvres qui parcouraient la rue Mouffetard et tout. Donc vraiment, on replonge 100 ans en arrière. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce que, si vous voulez, à cette époque précisément, on peut vraiment s'identifier à cet ouvrage parce que Hemingway, quand il a écrit ça, il avait à peu près 20 ans. Il est né en 1899, enfin, quand il a vécu ça. Et c'est le Paris des années 20. Et il se trouve qu'on arrive dans les années 20, les années 2020, et que moi aussi, je vais avoir à peu près 20 ans. Et du coup, j'ai l'impression vraiment de raisonner un peu avec Hemingway parce que j'ai l'impression de. Bah, c'est. Bah, genre, il avait mon âge il y a 100 ans et il découvrait Paris et tout. Et je trouve ça génial, voilà, rien que pour ça déjà. Autre chose, il y a beaucoup de d'anecdotes sur les auteurs. Et ça, c'est dingue vraiment. Parce qu'il nous parle des auteurs qu'il a rencontrés, qu'il connaissait. Donc il y a plein d'anecdotes sur Ezra Pound, sur euh, Fitzgerald, notamment les virées de lui et de Fitzgerald à Lyon, où ils se retrouvaient complètement bourrés. Enfin, vraiment des trucs, des anecdotes sur des écrivains, je trouve ça tellement drôle. Et c'est super intéressant. Après, au niveau de l'anglais. Au niveau de l'anglais, c'est un anglais qui est pas évident quand même, hein. Déjà, c'est l'anglais des. Enfin, c'est un anglais. C'est un bel anglais. Voilà, si vous voulez, c'est vraiment de l'anglais littéraire qui est très différent de l'anglais de Krugman. C'est un bel anglais, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques, il y a beaucoup de choses assez drôles, et c'est vraiment du bon niveau. C'est assez court, voilà, il y a une centaine de pages, c'est du bon niveau, c'est le style de Hemingway qui est assez simple aussi, donc ça c'est assez agréable. Mais c'est quand même du bon anglais, donc c'est très agréable, c'est très court. Je vous le recommande, mais ça se lit pas vraiment facilement, surtout si vous n'êtes pas très bon en anglais. Mais c'est quand même à lire, voilà. Voilà, voilà. Alors, dernière chose, est-ce que c'est bien la dernière chose? Oui, c'est la dernière chose. J'ai lu John Stuart Mill. J'ai lu un ouvrage que je ne connaissais pas et je ne savais pas que Stuart Mill était féministe. J'ai appris ça. Alors, j'ai lu L'asservissement des femmes de Stuart Mill. En fait, c'est un des premiers ouvrages féministes qui a été écrit au monde, paru en 1869. Et Stuart Mill était vraiment engagé pour la cause des femmes. Et il faut se dire, il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, les femmes au Royaume-Uni, dans le pays le plus riche du monde, ne valaient rien. Ne valaient rien, mais c'est stupéfiant parce que c'est waouh, vraiment, il y avait, elles avaient aucun droit. Voilà, vraiment, elles avaient aucun droit et c'est ce que Stuart Mill explique, c'est que à l'époque, les femmes n'avaient pas d'identité juridique. C'est-à-dire que la femme existe par son mari, que ce soit dans la vie sociale, mais aussi dans les textes de loi. Et c'est super dur. Voilà, c'est vraiment super dur. Elle ne pouvait rien faire vraiment. Elle ne pouvait vraiment rien faire. C'est assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment un des premiers ouvrages féministes qui est un peu daté, qui est un peu daté parce qu'il y a plusieurs idées qui ont évolué et puis on voit aussi que il est aussi influencé quelque part par sa société. En fait, déjà à l'époque, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque,
dans le milieu du 19e siècle, dire qu'une femme devrait être l'égale d'un homme, c'était vraiment être un extrémiste. Vraiment, c'est dingue, c'est absolument dingue. C'était vraiment être un extrémiste. La préface explique que Smil a perdu plusieurs de ses amis après avoir écrit ce livre. C'est assez stupéfiant. Et autre chose, c'est que donc voilà, je disais, il est assez influencé par les idées de son époque. Il demande quand même, il pose des questions comme ça du mode, mais quand même, si les femmes se mettaient à travailler, il faudrait bien trouver des compensations, des systèmes ou quoi, parce que c'est quand même elles qui doivent s'occuper d'élever les enfants et tout. Donc si vous voulez, c'est un premier manifeste féministe qui est très extrêmement d'avant-garde pour l'époque, mais il y a toujours quand même des idées que aujourd'hui on pourrait classifier de sexistes. Enfin voilà. Donc c'est très intéressant de voir comment cette conception évoluait, comment la question des... Enfin, en fait, je pense que le plus intéressant de cet ouvrage, c'est de voir ce que c'était qu'être une femme au milieu du 19e siècle. Voilà, vraiment, c'est le plus intéressant. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette session. J'ai vraiment passé beaucoup trop de temps sur ces ouvrages, dans ces vidéos en tout cas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Dites-moi ce que vous avez lu, vous, pendant ce mois de juillet, parce que c'est toujours intéressant de partager ça. Et au mois d'août, je vais surtout lire des ouvrages sur l'animal. Donc je sais pas si je ferai une autre vidéo comme ça, sur mes lectures. Ça dépend si je lis d'autres ouvrages ou pas, mais je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Je sais pas trop comment ça va se passer. Bon. En tout cas, je ferai 2-3 autres vidéos. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. On se dit à bientôt. Salut!